valider sa formation et ses atouts avec Sarah Boufekan de RATP et Baradi Saminada de Havanan. Pour les participantes, alors vous n'avez pas de micro, vous n'avez pas de caméra, vous avez seulement le chat pour communiquer avec nous. Vous avez la possibilité de nous poser vos questions de façon anonyme si vous le souhaitez. Alors, quand vous enverrez vos questions, vous ne les verrez pas apparaître sur la conversation, ne vous inquiétez pas, c'est normal, mais vous pouvez nous envoyer vos questions tout au long de la présentation et on y répondra à la fin. Voilà, je vous laisse avec Sarah et Baradi. Bienvenue à tous, tout d'abord. Donc, juste pour vous résumer un petit peu comment va se dérouler la séance, c'est qu'on avait prévu de d'abord faire un petit résumé de notre parcours à Sarah et moi-même pour vous expliquer un peu qui on est. Ensuite, de voir nos entreprises pour voir le monde dans lequel on évolue. Et ensuite, entamer le sujet, valoriser nos atouts et nos compétences. Et avoir un petit moment de questions-réponses, s'organiser comme ça. Donc, je partage. Donc, on va commencer par nos parcours. Donc, je me présente, Baradi. Mon parcours il est assez linéaire, il va être plutôt bref. Pour être honnête avec vous, je ne savais pas vraiment ce que je souhaitais faire comme carrière professionnelle. Donc, je repoussais au plus possible le moment de ce choix. Donc, j'ai commencé par un baccalauréat scientifique parce que j'aimais bien les sciences et qu'on m'a proposé le bac S. Ensuite, je me suis rendu compte que je ne tenais pas vraiment le stress. Les concours, c'était pas vraiment pour moi. J'étais capable de progresser tout au long de l'année, mais m'évaluer sur un seul jour, j'étais capable de tout rater, donc c'était pas pour moi. Donc, j'ai préféré les écoles d'ingénieurs à prépa intégrée. La pression est tout au long de l'année et du coup, on n'a pas cette pression de concours à la fin des 2 ans. Et comme j'aimais bien le numérique, je suis partie vers l'ISEP, qui est une école d'ingénieurs du numérique. L'avantage de cette école, c'était que c'était assez général les 3 premières années, ce qui m'a permis de continuer à un peu voir ce qui me plaisait, ce qui me plaisait moins, ce pourquoi j'étais un peu plus douée et ce où ça me plaisait, mais j'étais peut-être pas forcément réellement forte. Et finalement, en fait, à l'ISEP, c'est lors de la 2e année de spécialité qu'on fait le choix. Donc, j'ai pris le parcours Business Intelligence, qui était un peu le saut de la nouveauté. Et j'ai surtout pu faire plein d'associations et m'engager dans plein d'associations pour pouvoir un peu découvrir, notamment l'association Elle Touche. Et enfin, à l'ISEP, on a le stage de fin d'études. Donc, c'est par l'ISEP que j'ai intégré la Vanade. Et aujourd'hui, je suis encore chez la Vanade, mais en tant que consultante data engineer pour mon parcours. Bonjour à toutes, Sarah Boufekan. Donc, de mon côté, j'ai un parcours assez différent puisque je me suis plutôt orientée vers d'abord l'économie et gestion. Donc, c'était quelque chose qui m'avait vraiment intéressée dès le bac ES. Donc, j'aimais tout ce qui était sociologie et économie. Donc, j'ai fait une licence éco-gestion à Paris 7. J'ai poursuivi ensuite en master avec une spécialisation donc en management avec une option ressources humaines, puisque je m'intéressais déjà aux ressources humaines en licence. Et j'ai complété avec un master 2 un peu plus orienté droit social, ce qui est très important dans notre domaine des ressources humaines. J'ai fait mes 2 années de master en alternance à la SNCF. J'avais besoin quand même de mettre le pied dans l'entreprise pour me professionnaliser et savoir un petit peu ce à quoi j'allais m'attendre en sortant de l'université, l'école. Donc, 2 ans d'alternance, 2 années différentes, mais très riches dans le milieu RH. Donc, ça m'a vraiment forgée. Et puis, grâce à ça, en fait, j'ai pu rentrer à la RATP, d'abord en intérim, ensuite en CDI, donc dans le cadre de la fonction de chargée de recrutement que j'ai occupé 5 ans. Donc tout récemment, j'ai fait une mobilité interne, c'est un changement de poste interne qui me permet d'être là aujourd'hui en tant que responsable recrutement et mobilité interne. Justement, je suis en charge des parcours internes dans l'entreprise RATP, plus précisément dans un département que je vous présenterai tout à l'heure. Voilà.
Alors justement, je vais vous présenter un petit peu le groupe RATP, puisqu'on le connaît souvent par rapport à l'Île-de-France, hein, tous les transports qu'on a en Île-de-France, métro souvent, tramway, bus. Mais le groupe RATP, c'est bien plus encore, puisque déjà, on est plutôt répartis dans le monde, hein. C'est pas c'est pas beaucoup connu, mais on est vraiment dans le monde entier grâce à nos filiales. Donc on est 64 000 salariés dans le groupe. À peu près 45-46 000 aujourd'hui au sein de l'EPIC, qui est en fait l'entreprise RATP Île-de-France, qui est la plus connue, et le restant dans les filiales. Donc les filiales qu'on a les plus connues sont RATP Développement et Sistra. RATP Dev est une filiale qui intervient en France, en province, même en Île-de-France et à l'étranger sur tout ce qui concerne le transport de voyageurs et la maintenance du transport. Donc dans plusieurs pays, on est dans 12 pays. On a par exemple le tramway à Florence, le métro à Alger. Voilà, donc on est assez répartis. On est aussi aux États-Unis, on a une ligne de bus, et puis même en Asie. Donc on est assez bien répartis dans le monde. En ce qui concerne Sistra, c'est une entreprise orientée ingénierie. On retrouve des métiers qu'on a chez nous dans l'ingénierie également. Et donc on est aussi répartis dans environ 78 pays à travers Sistra. Voilà. En ce qui concerne l'EPIC, hein, la RATP Île-de-France, on est une entreprise qui a vraiment les 3 grandes activités clés du transport. Donc l'ingénierie, phase amont des projets. L'exploitation, c'est le transport de voyageurs, c'est ce que vous voyez en tant que client au quotidien. Et la maintenance, c'est la maintenance des diverses infrastructures, mais aussi du matériel roulant dans lequel les voyageurs circulent. Donc on a aujourd'hui en quelques chiffres en Île-de-France plus de 350 lignes de bus, 14 lignes de métro, dont 2 qui sont 100% automatisées, donc la ligne 1 et la ligne 14, hein, et bientôt la ligne 4 qui est en cours d'automatisation, donc il n'y aura plus de conducteurs. On a également 2 lignes de RER, le A et le B, et 8 lignes de tramway, donc de la 1 à la 8, sans compter la ligne 4 qui est gérée par la SNCF, mais on a le 3A et le 3B. On a aussi le funiculaire de Montmartre. Voilà. On a vraiment un réseau très, très dense. Alors, du coup, je vous ai parlé tout à l'heure rapidement de nos activités pour vous situer par rapport à vos études aujourd'hui, vos perspectives. Donc, pour certaines d'entre vous qui sont certainement dans des études d'ingénierie, donc on a vraiment une grande activité d'ingénierie chez nous, aussi bien orientée maîtrise d'ouvrage que maîtrise d'œuvre, dans les domaines suivants, donc le génie civil, pour tout ce qui concerne les projets d'extension de ligne, les projets d'aménagement des gares, des stations, modernisation des gares et des stations, puisque par exemple le métro a 100 ans, donc vous voyez bien qu'il y a souvent des travaux à l'intérieur des stations, agrandissement des stations, ouverture aussi avec un rajout des sorties, etc. On a aussi tout ce qui concerne les systèmes de transport. Donc les systèmes de transport, c'est tout ce qui concerne la signalisation, les automatismes ferroviaires. Quand on a une ligne automatique qui circule, il y a des systèmes de contrôle et de commande spécifiques pour faire fonctionner justement ces trains tout seuls, entre guillemets, tout seuls, mais vous savez qu'il y a des personnes derrière quand même dans les postes de contrôle et de commandement. Et donc justement, on a également tous les systèmes d'échange voyageurs, les systèmes qui sont liés à l'information voyageur également. Donc il y a tout ce qui est télécom, ingénierie télécom également, système d'information. Et on a tout ce qui est système électrique, hein, puisqu'on circule grâce à l'électricité au niveau des trains, des métros, etc. et du tramway. Donc on a aussi tous ces systèmes-là à maintenir. Tous les équipements, escaliers mécaniques, ascenseurs, détection incendie dans les gares et les stations également. On a l'activité cœur de métier qui est l'exploitation, donc on les connaît à travers notamment les conducteurs, les agents de station qui sont là pour vendre des billets et orienter les clients, mais on a aussi d'autres activités. Et la maintenance, donc la maintenance, ce sont souvent des mainteneurs et le management qui gère justement sur le terrain la maintenance du matériel roulant, mais aussi des équipements qu'on a, notamment l'infrastructure que j'ai citée précédemment à travers l'ingénierie. Voilà.
Donc moi, je fais partie de RATP Infrastructure et RATP Infrastructure précisément, c'est un gros département avec plus de 3000 personnes. C'est un département qui gère l'ingénierie et la maintenance des infrastructures de type ouvrage d'art, gare, station, pont, viaduc, tunnel, signalisation, voie et tout ce qui est alimentation électrique. Donc on a une activité d'ingénierie, une activité de maintenance. Donc c'est un département qui est très riche en métiers et on est le gestionnaire en fait de l'infrastructure de l'entreprise. Voilà. Donc, merci beaucoup, Sarah. Moi, je vais vous présenter du coup par rapport au groupe Avanade. Donc, pour présenter Avanade, déjà, je vais vous présenter deux autres entreprises. Accenture, qui est une entreprise internationale de conseil et de technologie, qui a été créée en 1989, et Microsoft, que tout le monde connaît, hein, mais une grande multinationale informatique qui a été créée en 1975. Et un jour, du coup, ces deux grandes entreprises ont décidé de faire un bébé. Et donc, en 2000, on a Avanade qui est née, et vous l'aurez bien compris, c'est une entreprise de services et de conseils en produits Microsoft, spécialisée dans les produits Microsoft. Donc, on a 39 000 collaborateurs un peu partout dans le monde, dont 32% de femmes. Et les projets des clients peuvent se trouver, du coup, dans autant de pays que se trouvent nos parents, en quelque sorte. Et par rapport, en France, on est également présent sur plusieurs villes. Et par rapport aux activités, dans les domaines d'activité, ça peut très bien partir de… On est aussi présent dans l'infrastructure et les transports que l'énergie ou la télécommunication ou encore la finance. Et les types d'activités qu'on peut avoir, ça peut être autant des migrations d'applications que d'installations de produits Microsoft dans une entreprise, dans tout l'écosystème de l'entreprise. Donc, vraiment des activités totalement variées dans des domaines encore plus variés et dans des équipes qui se trouvent vraiment partout dans le monde, réparties partout dans le monde, un peu exactement comme présentait Sarah. Donc, les profils que demande un petit peu pour travailler dans ce type d'entreprise sont vraiment variés et on attend vraiment tout type de profil. Moi, je vais vous expliquer un peu plus en détail le monde de la data, puisque moi, je suis dans l'entité Analytics. Donc, le monde de la data, ce qui est un peu plus particulier, c'est déjà un monde qui est en pleine expansion. C'est-à-dire qu'avec le numérique, vous avez pu le voir ces dernières années, on est en plein saut dedans. Et donc, on a de plus en plus d'entreprises qui vont se numériser et on est totalement entré dans le numérique. Donc, on a des besoins de plus en plus d'entreprises qui vont se mettre, qui vont vouloir créer leurs besoins et traduire leurs besoins par des besoins numériques. Donc, on a le business analyst. Derrière, donc, pour pouvoir utiliser leurs besoins, ils vont vouloir interpréter de jolis petits graphiques, récupérer de jolis graphiques, savoir, par exemple, le nombre de femmes qu'il y a dans une entreprise, par exemple, ou le nombre de personnes qui vont partir de cette entreprise pour pouvoir s'améliorer et proposer de nouvelles solutions. Mais pour pouvoir analyser ces données-là, donc déjà, ils doivent pouvoir pouvoir accéder facilement à ces données. Et de manière joliment, et eux, ils n'ont pas besoin d'accéder exactement, mais plutôt voir et visualiser. Parce que leur cœur de métier, c'est d'utiliser ces données et pas avoir besoin d'aller l'utiliser. Un exemple tout simple, c'est par exemple, lorsqu'on va acheter une voiture, on s'attend à ce qu'on puisse accéder à la voiture directement. On ne va pas chercher très longtemps à ouvrir la porte ou à comment démarrer cette voiture. On s'installe, on va trouver assez rapidement s'il faut insérer une clé ou il faut appuyer sur le start and go et c'est parti, on peut la conduire. Notre but, c'est de conduire cette voiture. Là, c'est pareil. Le but de l'application, c'est de l'utiliser directement. On ne va pas nous demander de chercher, de dire, bon, la voiture avance, mais vous allez chercher où est-ce qu'il faut insérer la clé. À vous de trouver où vous insérez la clé, mais la voiture va avancer, vous inquiétez pas, ça ira. Donc, du coup, pour pouvoir répondre à tous ces besoins-là et aider les utilisateurs à faire leur vrai cœur de métier, en vrai, il y a tout un écosystème derrière. D'abord, les UX designers qui vont pouvoir dire, la clé va s'insérer à ce niveau-là. C'est ici que ça doit se trouver pour que l'utilisateur soit plus facile de l'utilisation. Des personnes qui vont pouvoir interpréter ces données, comme les data analysts, ou encore les logistes. Il peut y avoir aussi les logisticiens de toute cette donnée qu'il faut mettre en place, la traiter, la nettoyer, la stocker. Et bien sûr, tous les développeurs derrière pour faire communiquer toutes les applications, parce qu'on a de plus en plus d'applications qui vont nous donner des données, qui vont récupérer des données, mais qu'il faut les faire communiquer entre eux pour pouvoir interpréter et récupérer cette donnée. Donc, tout ça, ce sont les profils qui ont déjà été identifiés. Ce sont des profils où on sait ce qu'on a besoin, le besoin a été identifié. Maintenant,
Le monde de la data, c'est surtout un monde en construction et 75%, voire 80%, je ne prends pas beaucoup de risques en disant ces chiffres-là, des métiers ne sont pas encore identifiés dans le monde de la data. Parce que c'est un métier où on a de plus en plus de domaines, des domaines qui se numérisent de petit à petit, donc des problématiques qui arrivent petit à petit, qu'on n'est pas forcément au courant au début. Ensuite, ce sont des domaines également où on a besoin de beaucoup de communication. C'est-à-dire qu'on peut chacun être très expert sur notre domaine de métier, mais chacun va voir le problème selon notre vision, notre expertise, notre façon de voir. Mais derrière, pour pouvoir avancer et répondre à un besoin, nous avons vraiment besoin de se mettre ensemble et de le voir le problème sous tous les angles, sur les différentes visions de chaque personne pour mieux répondre aux besoins. Vous avez sûrement dû voir cet exemple très connu qui illustre les conduites de projet, où on demande une balançoire avec 3 étages et on finit avec une roue qui est accrochée à la branche. Pour éviter ça, ça serait bien que tout le monde, justement, il y a beaucoup de collaboration qui est nécessaire dans ce projet d'équipe, puisque le but, c'est vraiment de répondre à un besoin et de que chaque profil, chaque personne puisse apporter leur interprétation pour qu'on puisse mieux comprendre le besoin et mieux répondre à une solution. Un autre challenge et un autre gros défi, c'est qu'on a de plus en plus d'utilisateurs qui vont utiliser ces données. Et on se retrouve avec d'autres systèmes, un autre niveau de problème, c'est qu'aujourd'hui, le monde, de la manière où ça avait été construit, c'était pour un certain nombre de personnes, pour une certaine organisation. Et aujourd'hui, on se retrouve avec de plus en plus de personnes qui l'utilisent et la conception qui a été faite à l'époque, petit à petit, on commence à voir les limites. Donc, on a besoin de voir de nouvelles choses, de nouvelles personnes, sous une nouvelle perspective pour répondre à ce besoin de contraintes limitées. Un petit exemple, c'est que lorsqu'on veut faire un gâteau, on va prévoir une recette pour 4 personnes, de manière à ce que chaque personne ait sa propre part et puisse être rassasiée facilement. Maintenant, si cette même recette, parce qu'il y a plus de personnes, on utilise le même gâteau et qu'on veut le donner pour 20 personnes, tout le monde sera loin d'être rassasié. Donc, le gâteau était très bon, mais pour 20 personnes, ce n'est plus utile. Donc, du coup, il va falloir réadapter la recette, revoir la conception. Donc, on a besoin de personnes qui puissent remettre en cause et revoir la conception des choses. Et enfin, le dernier petit sujet, c'est justement tout ce qui est les problématiques qu'on ne s'est jamais posées encore sur le monde de la data. On s'est jeté les 2 pieds dedans, on a eu la phase où on récoltait de plus en plus, on était beaucoup dans l'innovation pour comprendre tout ce qu'on pouvait faire, c'était un peu notre petit jouet. Maintenant, qu'on sait que c'est un vrai outil, qu'on peut utiliser quelque chose, maintenant il va falloir le coordonner, la sécuriser les données, parce que tous les types de données, tout le monde ne doit pas forcément avoir accès. On a les lois qui sont arrivées petit à petit, mais c'est loin d'être encore totalement là. Donc, il y a encore toute une phase légale à être totalement juridique, légale à mettre en place. Toutes les questions de l'environnement, parce qu'on se stockait, on récupérait tout comme on souhaitait. Maintenant, est-ce que il n'y a pas des choses qui peuvent être mises en place pour se poser les questions pour avoir une construction de nos modes de données un peu plus pérennes et qui respectent l'environnement? Donc, c'est plein de questions comme ça qui restent à être posées, qui sont en train de poser. Et pour ça, pour ce monde en construction, on a vraiment besoin de profils. Chaque personne peut contribuer pour apporter vraiment sa vision du monde et apporter sa pierre à l'édifice. Du coup, on va pouvoir voir maintenant concrètement comment on va pouvoir valoriser toute notre formation et nos atouts pour ces mondes de l'industrie, parce que vous avez pu voir que dans tous les types d'industries, on a vraiment besoin de profils très, très variés et très, très différents. Alors, du coup, je vais commencer cette présentation sur le sujet, donc valoriser sa formation et ses atouts. Donc, j'ai pris le parti de vous donner des conseils en 4 parties. Donc, d'abord, orienté sur le parcours, ensuite les compétences, l'attitude et la personnalité. Donc, quelques mots sur le parcours. Donc, ce qu'il faut retenir quand même, c'est en amont d'un entretien, ce qu'on peut préparer, c'est quand même la présentation qu'on va faire de sa formation et de ses expériences. Le but étant de partager aux recruteurs
vos formations expériences les plus significatives et les plus valorisantes. L'idée, c'est pas de rentrer non plus dans tout le détail de votre parcours de formation et présenter toutes vos expériences. Quand vous êtes toute jeune, comme aujourd'hui, pour certaines qui sortiront d'école ou dans la recherche d'un stage, c'est un peu différent puisque effectivement, vous n'avez pas énormément d'expérience ou de formation. Mais l'idée, c'est pas de parler de votre brevet ou du baccalauréat, mais de vous concentrer sur les expériences les plus significatives et faire une sélection des expériences qui sont le plus en phase avec le poste pour lequel vous candidatez. Ça, c'est très important de le retenir. Ensuite, deuxième point important, c'est de pouvoir synthétiser vos propos, c'est-à-dire, donc, il y a un travail à faire en amont de l'entretien notamment, c'est d'apprendre à dérouler vos propos en commençant par le plus général pour arriver au plus spécifique. Il y a un écueil parfois, c'est des candidats qui vont commencer en fait à rentrer tout de suite dans des détails et en fait on perd le fil conducteur de leur présentation et de leur parcours. Donc on part toujours du plus général au plus spécifique sans rentrer notamment dans le plus spécifique quand c'est pas nécessaire. Si on vous pose une question, effectivement, là, vous pouvez appuyer votre discours et là, à ce moment-là, être un peu plus dans le détail, puisque c'est une question qui est posée souvent par les recruteurs sur une expérience qui les intéresse. Donc, l'esprit de synthèse qu'il faut retenir, c'est que l'esprit de synthèse et d'analyse sont des qualités qui sont très recherchées par les recruteurs. Et donc, comment ils peuvent justement l'évaluer? C'est à travers l'entretien et à travers déjà une présentation de votre parcours et puis de votre façon de répondre aux questions également. Il faut montrer que vous avez une bonne compréhension aussi du poste et que vous êtes capable de résumer votre projet et votre parcours professionnel de façon assez synthétique pour qu'on garde en fait en tête la ligne directrice de vos propos. L'idée, c'est de ne pas perdre votre recruteur ou vos recruteurs lorsque vous êtes reçu par plusieurs personnes. Ensuite, en ce qui concerne le parcours, l'idée, c'est de garder aussi un ordre chronologique, c'est important. Ça dépend. Alors, des fois, vous avez des recruteurs qui vont vous dire décrivez-moi votre parcours depuis le début. Donc, à ce moment-là, vous gardez l'ordre chronologique du plus ancien au plus récent. Si ce n'est pas le cas, vous allez plutôt faire l'inverse. Notamment lorsque vous n'avez pas beaucoup d'expérience, vous allez plutôt parler des expériences les plus récentes, puisque c'est très certainement pour celle-ci qu'on vous a sélectionné dans le CV. Donc, l'idée, c'est de partir plutôt du plus récent au plus ancien. Si vous avez un profil plutôt junior. Donc, il ne faut pas vous attarder non plus sur votre formation de base, encore une fois, comme le bac plus 2, ou les expériences qui sont courtes ou peu significatives ou qui n'ont pas vraiment de lien avec le poste convoité. Donc, ça, c'est important aussi de le retenir. Un autre point qui me paraît important, et d'ailleurs, en tant que chargée de recrutement, je demandais quand ce n'était pas le cas, c'est d'illustrer les expériences. Parfois, les candidats vous parlent d'une expérience et notre enjeu derrière en tant que recruteur, c'est de demander de parler de choses un peu plus concrètes, d'un projet sur lequel on a pu développer telle et telle compétence ou on a pu découvrir telle ou telle nouveauté dans un projet. C'est important aussi de remettre les choses dans leur contexte parfois et de dire un petit peu combien il y a de salariés dans telle entreprise. Si vous étiez dans une toute petite entreprise, dire que voilà, vous étiez 10 personnes et dans ce cas-là, vous avez pu développer une certaine polyvalence puisque vous étiez peu et donc vous étiez sur plusieurs choses à la fois. Alors que quand on est dans un plus grand groupe, les postes et les fonctions sont assez bien déterminés et définis. Ensuite, on a également souvent le cas où des candidats ont des trous dans leur parcours. Donc, ce n'est pas forcément un handicap. Ça peut être une pause effectivement dans votre parcours qui a été subie, problème familial, licenciement ou autre, ou choisi, réorientation finalement, ou année sabbatique, ou projet personnel à l'étranger. Donc, c'est pas quelque chose de négatif. Il faut juste savoir l'expliquer. Donc, il faut préparer ça en amont de l'entretien notamment pour pouvoir expliquer finalement pourquoi vous avez eu tel ou tel trou. Vous n'êtes pas nécessairement obligé de rentrer dans les détails ou de commencer par ça, surtout pas. Il ne faut pas pointer ces choses-là. Mais si on vous pose la question, au moins vous avez un discours derrière et des explications claires et synthétiques. Ce n'est pas la peine de trop vous attarder dessus. Ensuite, en ce qui concerne les compétences, il faut vraiment apprendre à valoriser son parcours et ses formations. Il ne faut pas montrer, des fois on voit que les choses sont un peu subies, donc il faut aussi savoir orienter la chose
pour montrer que voilà, peut-être qu'il y avait des choses qui vous intéressaient moins, mais c'est un parcours que vous avez aussi choisi. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Et faut bien mettre en valeur aussi les langues que vous maîtrisez. L'anglais, c'est très important aussi. Vous pouvez aussi mettre en valeur dans vos formations les stages ou les séjours que vous avez fait à l'étranger, ça c'est très important. Et puis, si vous êtes dans un domaine technique, montrez aussi que vous êtes orienté peut-être vers des cours un peu plus de fonctions transverses, tout ce qui est management, marketing, finance. C'est toujours un plus aussi de montrer votre ouverture vers d'autres domaines que votre domaine cœur de la formation. Si vous avez fait également de l'auto-formation de type MOOC, donc ce sont les formations en ligne ou autres, hein, bien sûr. Donc, faut pas hésiter à mettre en valeur. Je trouve que c'est un plus. Ça montre aussi que vous êtes une personne qui est intéressée d'apprendre, que vous êtes proactive, curieuse et autonome, puisque c'est de l'auto-formation. Donc, ça montre aussi un certain esprit d'autonomie. Donc, voilà, je vous encourage à en faire des MOOC ou des formations d'auto-formation et surtout à le faire valoir lorsque vous êtes dans le cadre d'une sélection, entretien ou autre type de sélection. Donc parfois aussi, vous voyez que vous êtes arrivé sur un entretien pour un poste ou pour un stage, mais que finalement vous n'avez pas tous les prérequis. Donc il faut savoir aussi vous mettre en valeur, montrer vos atouts pour justement montrer que certes vous avez peut-être 30% des prérequis de l'annonce, mais que vous avez tel et tel atout à travers telle et telle justement qualité. Donc curiosité, envie d'apprendre, autonomie, etc. Adaptabilité aussi, capacité à vous adapter, pour montrer que justement vous allez pouvoir combler ces manques-là, les manques où vous n'avez pas toutes les connaissances. Voilà. Donc c'est important hein, d'orienter aussi votre discours sur tout ce qui concerne les qualités, la personnalité que vous avez. L'attitude est très importante en entretien, donc il faut rester professionnel, ne pas rentrer dans des détails personnels. Votre vie personnelle ne vous regarde que vous et pas le recruteur. D'ailleurs, parfois, on doit nous-mêmes, en tant que recruteur, recadrer les candidats pour éviter ce type de situation. Mais c'est important aussi de garder une attitude positive en toutes circonstances, même si vous sentez que vous perdez un petit peu vos moyens, que vous êtes stressé. Faut garder le sourire, rester positif. C'est quand même des messages qui sont forts et importants vis-à-vis du recruteur. Donc, quel que soit l'entretien que vous avez, voilà. Et puis, sur les expériences également, si on vous parle d'échec, on vous demande d'illustrer un échec, il faut aussi montrer que vous avez une capacité à vous remettre en question, mais que vous tirez aussi avantage de vos échecs en expliquant ce que ça vous a permis d'apprendre, ce que vous en avez retiré. Il faut toujours garder un esprit positif dans l'attitude, mais aussi dans le discours et dans l'illustration de vos propos. C'est très important. Voilà. Ensuite, il y a des écueils un petit peu, surtout quand on est débutant, c'est de dénigrer parfois soit vous-même votre parcours en disant oui, c'était un stage qui était vraiment nul, j'ai rien fait, etc. Ou bien dénigrer votre recruteur ou votre tuteur si vous avez fait des stages ou de l'apprentissage. Donc ça, c'est vraiment des choses à éviter. Une personne qui est trop critique sur ce qu'elle a fait ou sur sur les personnes qu'elle a rencontrées, ça envoie pas forcément un très bon message aux recruteurs. Voilà. Donc faut pas renvoyer une mauvaise image non plus de vous ou fatiguer votre fatiguer votre recruteur avec des histoires un petit peu voilà qui n'ont pas lieu d'être dans un entretien. Donc dernière chose sur l'attitude, ce qui est important aussi, c'est de pouvoir anticiper les questions. Donc il y a certaines questions qui sont types un petit peu dans les entretiens. Parlez-nous de vos qualités, parlez-nous de vos axes de progrès. J'aime pas parler de défauts, je parle plutôt d'axes de progrès puisque l'idée c'est toujours de s'améliorer et de prendre connaissance des choses sur lesquelles on est en difficulté ou sur lesquelles on doit travailler. Donc ça c'est important d'anticiper ce type de questions. Des questions sur pourquoi vous avez changé d'orientation, pourquoi cette expérience a été courte et ça revient un petit peu à combler un petit peu les trous aussi de votre CV. Dernier point très important, c'est votre personnalité. Souvent, du coup, ça rejoint ce que je viens de dire sur la qualité. C'est quelque chose qu'on met de côté, mais la personnalité, ça fait partie intégrante des critères de sélection. On sait très bien qu'un candidat, il répondra pas à 100% aux prérequis du poste. Il n'aura pas toutes les connaissances sur le poste, mais par contre, s'il a la personnalité adéquate avec l'équipe, avec le manager, avec la culture de l'entreprise,
et son attitude est positive, on aura plus envie de recruter une personne comme vous parce qu'on se dira qu'elle s'adaptera et qu'elle apprendra. L'apprentissage se fait facilement, par contre, une personnalité est difficile à changer. Donc c'est important de valoriser aussi votre personnalité et d'être aussi honnête, hein, de pas jouer un rôle non plus lors de l'entretien. Ça peut vous jouer des tours par la suite dans l'intégration et dans la suite. Mais faut vraiment réfléchir sur vos qualités, vos axes de progrès, et il faut être transparent justement pour montrer que vous êtes en capacité de vous remettre en question et que vous avez une capacité d'analyse et de prise de recul sur vous-même. Et un profil atypique, si vous avez un profil atypique par rapport à votre parcours, c'est pas quelque chose de néfaste. Au contraire, faut le retourner pour que ce soit un atout pour vous et pour votre justement pour montrer que voilà, vous serez un atout dans l'équipe. C'est important. Voilà, j'ai terminé. Du coup, pour illustrer justement un petit peu tout ça, c'est comment voir un petit peu toutes ces compétences, comment on peut le voir, parce que finalement, notre parcours nous permet on a pu acquérir un certain nombre de compétences, donc des compétences très techniques qu'on a pu, là, ça je pense que vous voyez à peu près comment les illustrer, que ce soit par votre parcours scolaire ou par rapport à des projets bien précis. Mais un petit point que j'aimerais aussi mettre en avant, c'est aussi ne pas faire de bien penser à mettre aussi toute votre expérience à travers des associations que vous avez pu faire. Parce qu'en réalité, dans les associations ou les projets, vous avez pu réaliser donc par exemple des projets lors de mon expérience à l'ISEP, on réalisait des mini-robots de programmation. Donc, ce genre de choses qui sont des projets assez concrets qui m'a permis de monter en compétence sur des éléments bien techniques. Mais il y a également toutes les parties plutôt soft skills, ce qu'on appelle un peu plus tout ce qui est maîtrise d'une langue. Donc, si vous parlez plusieurs langues, pas uniquement que le LV2 anglais que vous aurez pu prendre, mais vous pouvez très bien maîtriser une autre langue, être totalement bilingue. N'hésitez pas à le mettre sur votre CV parce que, bien au contraire, comme vous avez pu le voir, aujourd'hui, nos collaborateurs se trouvent partout dans le monde. Donc, il peut arriver que notre collaborateur parle une des langues que nous maîtrisons. Donc, bien mettre toutes les langues qu'on pense parce que en réalité, toutes ces langues-là sont un atout. Et puis, tout ce qui est gestion de projet ou gestion d'équipe, parce que vous avez pu être amené à travailler dans une équipe ou être amené à gérer une équipe en tant que membre dans une association. Et tout ça, et vous avez pu gérer des budgets aussi. Donc, tout ça, c'est peut-être des choses que vous allez peut-être pas utiliser tout de suite lors de votre premier rôle. Mais en tout cas, ce sont des choses que vous savez faire et que vous reprendrez. Vous l'avez peut-être pas fait dans la même échelle que vous allez faire plus tard dans votre rôle une fois que vous aurez votre rôle professionnel. Mais en réalité, vous l'avez déjà fait. Si vous le savez le faire en petite échelle, vous avez appris beaucoup de choses, vous avez mis certaines choses en place, vous allez savoir le remettre plus tard. Et enfin, la personnalité. Notre compétence sur la personnalité, exactement comme disait Sarah, c'est notre personnalité, finalement, c'est qui on est. Donc, ce sont des choses qu'on a pu voir tout au long de notre vie, pas uniquement pendant notre programme scolaire. Et notre programme scolaire ne s'arrête pas à nos 5 dernières années, mais vraiment depuis la maternelle, où vous vous êtes construit, vous avez eu des relations sociales avec certaines personnes, vous avez eu des amis, de la famille, vous avez connu de l'échec, vous avez su remonter ces échecs, toutes ces choses qui ont fait que finalement, vous savez peut-être qui vous êtes dans le sens où vous savez ce que vous aimez ou ce que vous n'aimez pas. Donc, un petit exemple quelque chose qui est vraiment très important pour pouvoir commencer à mettre en valeur ses atouts, c'est vraiment de savoir qu'est-ce qu'on souhaite. Donc, le petit but, c'est déjà de savoir qu'est-ce qui vous correspond. Qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce qui est dans l'échelle de valeur, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas, qu'est-ce qui vous intéresse, sachant que quelque chose qui vous intéresse et quelque chose qui est important pour vous peut ne pas l'être pour quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, vous allez pouvoir faire un choix de les valeurs sur lesquelles vous êtes prêt à faire des concessions et d'autres sur lesquelles vous savez que c'est ce qui vous définit et ce que vous devez choisir. Ce qui est important également, c'est votre possibilité de le réaliser. C'est-à-dire que est-ce que vous avez besoin de mettre beaucoup d'efforts pour le faire ou bien ce sera plutôt naturel. Et que ces compétences-là vont pouvoir répondre à des besoins ou à des problèmes. C'est un peu les 4 phases d'apprentissage. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce système-là. C'est que
on peut être, tout d'abord, on est inconscient de notre incompétence. C'est-à-dire qu'on ne sait pas qu'on fait des erreurs, on ne sait pas du tout qu'on n'est pas doué. Ensuite, on devient conscient de ces incompétences-là. On va pouvoir commencer à se dire, bon, on reconnaît nos erreurs. Donc, on va pouvoir se renseigner sur les problèmes que l'on peut avoir et on a cette capacité à progresser. On devient ensuite conscient de cette inconscient arriver petit à petit jusqu'à devenir inconscient de notre compétence. Parce qu'on devient conscient de notre compétence et on devient inconscient de notre compétence, où du coup, on va pouvoir être totalement, faire les choses de manière totalement naturelle et avoir acquéri tellement de choses que pour nous, c'est quelque chose de tellement naturel et logique que la question ne se posera pas. Et ça, c'est ce qui va vous correspondre et que vous n'aurez même pas besoin de progresser, d'avoir se poser cette question de la capacité à exercer, puisque pour vous, ça sera totalement naturel. Lorsque vous serez dans cette fameuse phase déjà d'être conscient de votre incompétence, vous avez déjà atteint le moyen de progresser. Et ce moyen de pouvoir améliorer votre atout et de comprendre qu'est-ce que vous souhaitez faire. Quelques éléments pour pouvoir plus facilement, une fois que vous savez à peu près ce que vous voulez faire, qui vous êtes et quelles sont les valeurs qui vous correspondent, on peut soit choisir son métier, choisir une entreprise qui partage les mêmes valeurs et donc un peu comprendre, essayer de se placer dans l'échelle en quelque sorte. Donc pour pouvoir se placer dans le marché, dans l'échelle, il faut savoir un petit peu qu'est-ce qui existe déjà. Donc pour ça, vous pouvez essayer de commencer déjà à regarder quel type d'entreprise vous intéresse. Est-ce que vous voulez plutôt être dans des petites entreprises pour avoir plus de responsabilités ou dans des grosses entreprises qui ont un peu plus de structure mais qui du coup a peut-être plus d'avantages pour vous, vous verrez plus d'avantages. De savoir votre valeur marchande. Ça, les écoles peuvent beaucoup aider avec leurs plaquettes puisqu'ils ont les réseaux alumni qui leur remontent un peu les informations dessus. Il y a également le site Glassdoor où beaucoup d'employés mettent justement leur salaire par rapport au marché actuel. Donc, ça peut vous permettre de vous… donc, n'hésitez pas, si vous avez un rôle en tête, d'aller voir sur le marché actuellement quels est les salaires qui sont proposés pour pouvoir vous situer à peu près. Je sais que c'est des questions un peu qui peut être un peu tabou, donc n'hésitez pas. Au contraire, tant que c'est pas tabou, ça ne devrait pas être tabou. Donc de poser la question et de voir pour pouvoir vous situer et de bien sûr voir aussi est-ce que vous avez votre échelle de valeur est bien respectée dans les différentes entreprises ou dans les choses que vous souhaitez vous impliquer. C'est aussi important de pouvoir se projeter dans sa carrière, en réalité. Donc, de pouvoir se dire de pouvoir avoir des objectifs assez lointains pour pouvoir continuer pouvoir continuer à améliorer ses compétences. Donc, ça, c'est important de savoir la situation de l'entreprise, bien sûr, si vous êtes sûr, si vous cherchez la stabilité, si le temps de votre projet, l'entreprise sera bien et donc vous pourrez bien, aura aussi la possibilité de vous faire grandir, de vous faire progresser. Est-ce que cette entreprise a bien toutes les activités qui vous intéressent pour pouvoir progresser? Si vous entrez, mais parce que vous voulez découvrir et que finalement vous découvrez un autre secteur d'activité qui vous intéresse, est-ce que vous avez cette possibilité de changer? Parce qu'encore une fois, le plus important, une fois que vous avez défini votre échelle de valeur, c'est de voir votre capacité à progresser. Vous l'aurez assez rapidement si vous avez cet intérêt et cette volonté d'apprendre. La dimension humaine aussi qui peut beaucoup jouer sur cette volonté de travailler. J'espère que ça va tenir. Je vais faire court. Et donc, qui peut vous aider à travailler ensemble, à vous faire progresser, à la culture d'entreprise, les conditions de travail que vous savez que si quelque chose ne va pas, ils vont pouvoir vous aider et vous amener, vous aider à progresser. Donc, ce qui est vraiment très important, c'est de bien retenir que les compétences, finalement, on les a acquis tout au long de notre vie. Et qu'il y a bien sûr les compétences techniques sur les projets sur lesquels on peut voir le CV va être lu et qu'on va vous prendre, mais plus que la compétence en elle-même, c'est votre capacité à progresser et c'est votre potentiel de réussite sur lequel on va vouloir miser. Donc, c'est toutes ces choses-là. Donc, pour pouvoir miser sur cette potentiel de réussite, il va vraiment falloir que vous sachiez ce que vous souhaitez et d'aller vers les besoins qui vous correspondent. Parce que les entreprises, il y a une multitude d'entreprises avec des besoins très, très divers
Et bien sûr, avec autant de choses différentes, vous allez pouvoir forcément matcher sur quelque chose que vous souhaitez. Juste pour montrer une petite idée de tout ce qui peut être possible. Oui, donc on a voulu vous partager nos offres de stage de notre côté RATP. Donc dans le domaine de l'ingénierie, en ce moment, on a pas mal d'offres de stage. Allez regarder sur le site ratp.fr, rubrique Rejoignez-nous. Donc on a des offres de stage dans des projets très intéressants, prolongement de ligne T1, travaux sur le RERB, voilà, ou dans l'exploitation. Les liens vont sûrement être Les mis liens par sont, Annie. oui, Je on vais va vous pouvoir les envoyer des partager. liens, tout à fait. On a pas mal d'offres. On a même des offres en IT de notre côté et on a aussi l'adresse ratprecrute@ratp.fr sur laquelle vous pouvez déposer votre CV, votre lettre de motivation pour les dates de stage si vous recherchez un stage ou un premier emploi. Voilà. Donc on va peut-être passer, Baradi, tu veux peut-être compléter sur ta page et puis Fanny, on va commencer à répondre aux questions puisqu'il nous reste que 10 minutes, 8 minutes précisément. Oui, alors on n'a pas énormément de questions. Est-ce que juste pour que je puisse envoyer les liens, vous pouvez me les renvoyer parce que je pense qu'il y a eu un petit problème technique, je ne les ai pas reçus pour que je puisse les mettre D'accord, dans la conversation. D'accord, je vais vous les envoyer du coup. Ça marche. Comme ça, je vous mets donc les liens pour les offres de stage et d'emploi, si je ne me trompe pas, de RATP et Avanade, Oui. dont elles viennent de vous parler. Alors, j'ai une première question. Est-ce qu'une lettre de recommandation d'un professeur peut nous aider lors d'un entretien, par exemple? Alors oui, ça peut être un plus dans la recherche d'un stage. Donc c'est ça, c'est une lettre de recommandation dans le cadre d'une candidature de stage, je suppose. Pardon? Je suppose que c'est dans la recherche d'un stage. Si on parle de professeur, oui. Par exemple. Oui, ou de l'alternance, oui, c'est déjà arrivé. Moi, j'avais moi-même eu une recommandation d'un de mes professeurs de conférence et du coup d'amphi qui m'avait fait une recommandation, mais c'était plus dans le cadre d'une candidature pour un master. Donc c'est tout à fait quelque chose d'utile, oui. Ok. Je rajoute juste le lien RATP Recrute également et alors, je suis obligée de vous les envoyer une par une. Ça va être un petit peu long, mais on va y arriver. Hop, j'en envoie une deuxième et je vous pose une autre question. Je suis de nouveau là. Désolée pour l'aléa du direct. Pas de souci. Alors, ensuite, une autre question. Comment répondre aux recruteurs si nous pose des questions personnelles? Alors, c'est toujours délicat puisque normalement le recruteur ne devrait pas en poser. C'est d'ailleurs lui qui cadre normalement, hein, je parle dans la légalité. Alors vous avez tout à fait le droit de dire que c'est dans la sphère personnelle que vous ne souhaitez pas y répondre. Après, c'est toujours délicat puisque des fois ça peut aussi un petit peu freiner un petit peu le recruteur. Mais ce que vous pouvez faire, c'est bon, ça tout dépend de la question. Si par exemple, je sais pas, si c'est une question beaucoup trop personnelle, vaut mieux être effectivement cash, mais tout en gardant les formes, bien sûr, dans votre façon de dire les choses, hein, pas être trop froide non plus. Mais c'est votre droit et c'est lui qui est en tort en fait de vous poser une question personnelle. Après, si c'est une question plus parce qu'il s'intéressait, vous avez parlé d'un hobby dans votre CV et que vous l'avez indiqué et que voilà, il voulait juste en savoir un peu plus. Voilà, tout dépend de la question, mais si c'est est-ce que vous attendez un enfant ou est-ce que vous avez des enfants, vous avez, je me rappelle en cours de droit, le juriste qui nous donnait le cours, il nous disait, vous répondez pas, vous répondez absolument pas. Mais après, voilà, tout dépend comment la question est posée, tout dépend, voilà, le contenu de la question aussi. Parfois, c'est pas une question, ça peut être dans la sphère personnelle, mais c'est pas il n'y a pas quelque chose de négatif en fait derrière la question. Peut-être Baradi, tu veux compléter? Oh non, absolument pas. T'as tout dit. Exactement ça. Alors, j'ai ensuite une autre question. Comment répondre à la question concernant le salaire pour un stagiaire? C'est-à-dire, donc, en général, il y a des grilles de salaire, en fait, hein, des grilles de gratification. On parle de gratification pour les stagiaires. Dans les entreprises, en général,
Bon, dans les grands groupes, c'est certain, on a des grilles de gratification, c'est pas négocié. Et puis dans des petites entreprises, soit c'est le minimum légal qu'ils vont appliquer, soit c'est un peu plus pour justement être attractif pour d'autres raisons. Mais vous pouvez effectivement, si vous savez que vous allez avoir 2 entretiens, par exemple, pour un stage, peut-être attendre le 2e entretien pour poser la question. En fait, faut pas non plus envoyer un mauvais message. Si vous êtes vraiment intéressé par l'offre, si vous posez d'ores et déjà la question sur la gratification, ça peut peut-être envoyer un mauvais message au recruteur se disant que vous êtes principalement intéressé par la gratification. Donc, si vous avez 2 entretiens, peut-être laisser le temps d'être reçu au 2e entretien pour poser la question, je dirais. Ok, alors on va poser une dernière question parce qu'il nous reste 3 minutes. Alors, bonjour, je suis une jeune diplômée et j'ai énormément de mal à retenir l'attention à cause de ma faible expérience. Quel est le truc pour sortir du lot? Quand on n'a pas d'expérience, c'est ça? Mettre en avant tout ce qui est association ou les hobbies qu'on peut avoir, ce qui fait vraiment ta personnalité, ce que tu as pu faire dans tes actions. Ta personnalité, c'est pas forcément être social ou des fois on peut se dire il faut vraiment beaucoup communiquer. Donc ça peut être justement, il y a forcément quelque chose, tu as des associations ou des jeux dans lesquels tu te sens vraiment impliqué. Et ça, tu peux le mettre en valeur. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses, Oui. Sarah? Oui, tu disais tout à l'heure, c'était important si vous avez participé en fait dans la vie de comment on appelle ça, les bureaux les BDE dans les écoles, etc. Si vous avez une vie associative très forte, faut les mettre en valeur et c'est important. Et si justement vous avez aucune expérience, encouragez-vous à aller vers ce type d'activité pour justement combler un petit peu vos manques d'expérience et dans votre CV, ça y joue aussi, hein. Il faut aussi vous orienter vers ça pour avoir des choses à dire. Après, quand vous êtes dans des situations comme celle-ci, il faut montrer que vous êtes curieux, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça passe par la curiosité et toutes vos, comment dirais-je, toutes vos qualités qui tournent autour de votre capacité à vous adapter, à être du coup force de proposition et vous montrer que vous êtes vraiment motivé à apprendre et à écouter. Donc en fait, ça va être plus la posture et les qualités que vous allez avoir, que vous allez pouvoir mettre en avant, qui vont justement attirer le recruteur. C'est vraiment ça qu'il faut valoriser. Alors, une dernière question, mais très rapidement, parce qu'il nous reste 1 minute. Hors vie quel type de questions peut-on poser à la fin d'un entretien? Alors, déjà, je pense qu'il faut préparer quelques questions de base pour l'entretien. Donc, si vous prenez connaissance de l'offre et que vous avez des questions sur le contenu, donc vous préparez justement des questions sur ça. Et puis, réfléchir aussi pendant l'échange, lorsque le recruteur vous fait une présentation de l'équipe, de l'activité, montrer que vous êtes intéressé par l'équipe. Peut-être combien de personnes y a-t-il dans l'équipe? Quels sont les profils? Est-ce que vous allez avoir une variété de profils avec qui vous allez évoluer? Des questions sur l'organisation, sur l'équipe, et puis des questions sur le contenu de l'offre si jamais vous aviez préparé des questions ou qu'elles vous viennent en cours. Je pense que ça montre aussi votre intérêt et des questions sur des projets qui sont dans l'équipe ou en dehors de l'équipe, ça montre votre curiosité aussi. Voilà. Ça montre en fait votre capacité à vous projeter dans l'entreprise. J'arrête. Voilà, on est arrivé au bout des 50 minutes de l'atelier RH Valoriser sa formation et ses atouts. Je vous remercie Sarah et Baradi de nous avoir fait cette belle intervention. J'espère que ça vous a apporté plein de réponses et à bientôt sur de prochains événements Elle bouge. Merci à toutes et à bientôt. Au revoir. À bientôt. Bonne journée.